Grâce à Viagimo, Eric et Céline sont sereins. Ils ont investi en viager pour préparer leur retraite. Ils se constituent une épargne retraite utile et responsable, sans emprunt bancaire et sans trac allocatif. Vous souhaitez acheter un bien en viager? Appelez-nous au 0800 800 310. Viagimo, les experts de l'épargne en viager immobilier. Bonjour à tous, c'est l'invité, c'est votre émission hebdomadaire. La rédaction reçoit une personnalité locale pour aborder un sujet d'actualité. Et notre invité aujourd'hui s'appelle Pascal Lévesque. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous vous recevons aujourd'hui parce qu'il y a 3 sujets d'actualité qui vous concernent directement ou indirectement. Le premier sujet, c'est la commémoration du 8 mai 1945, l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, et puis la commémoration aussi qui a eu lieu samedi de la semaine passée, la commémoration de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Et puis le troisième élément qui justifie votre présence aujourd'hui, Pascal, puisque vous êtes le responsable de l'espace mémoriel de la résistance et de la déportation d'Angoulême, qu'on a longtemps appelé d'ailleurs le musée de la résistance, on y reviendra tout à l'heure. Ce troisième événement, donc, c'est la publication par Charente Libre de ce supplément qui s'appelle « Les déportés et fusillés de la Charente, AD 1942 ». Merci donc d'être avec nous. Première question, nous allons donc parler de ce supplément sur les déportés et fusillés de la Charente. Année 42, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Vous avez vous-même réalisé et contribué à une double page qui est intitulée « En Charente, les sabotages répondent aux persécutions ». L'année 42, pour la Charente en particulier, c'était une année charnière également? Oui, alors tout à fait, ça va être vraiment l'année charnière, parce que donc la résistance commence à se développer et parallèlement, effectivement, la répression va également se développer, notamment grâce à la célérité des policiers charentais, donc des policiers de Vichy, qui vont être très actifs pendant cette période-là. Et surtout aussi le SIPO d'Angoulême. Il y a un Allemand qui s'appelle Alfred Winweser, qui est plus ou moins responsable du SIPO, donc de la Gestapo d'Angoulême, et qui est francophone, donc du coup peut vraiment se mêler à la population. Il parle très bien français, et c'est quelqu'un de très fin, très psychologue, et qui arrive vraiment à interroger les gens, à les retourner. Donc c'est pour ça que c'est une année qui va être vraiment charnière, parce qu'il va y avoir énormément d'arrestations parallèlement à l'explosion de la résistance, donc le début des sabotages. Et on le rappelle, la Charente était coupée en deux. La Charente a été coupée en deux, donc au niveau de La Rochefoucauld, pour situer un petit peu. Donc 70% du territoire est occupé, et donc forcément, ça va être très compliqué de développer la résistance sur cette partie du territoire occupé. Même si, malgré tout, sur Angoulême, sur Cognac, va y avoir quand même pas mal de réseaux de résistance, notamment les réseaux communistes à cette époque-là, qui vont œuvrer notamment pour protéger les républicains espagnols qui sont en fuite, et commencer à propager les tracts et les journaux clandestins. Des actes de résistance qui sont sévèrement réprimés, c'est ça? Alors malheureusement, oui. Les actes de résistance sont très sévèrement réprimés, surtout à cette époque-là, parce qu'on est vraiment au tout début de la résistance, et donc les Allemands veulent stopper vraiment dans l'œuf la résistance. Donc effectivement, ça va être disproportionné. Notamment, on voit bien en région parisienne, quand un officier est abattu par la résistance, il y a 100 otages qui sont pris au hasard et qui sont fusillés. Donc effectivement, c'est vraiment disproportionné la réponse par rapport à l'acte. Dans votre article, vous citez plusieurs noms de Charentais qui se sont illustrés par leurs actes de bravoure. Vous parlez notamment là aussi de la bataille de Bir Hakeim, qui était un tournant dans le conflit, et 2 Charentais s'y sont illustrés tout particulièrement. Je crois d'ailleurs qu'on les a en images.
Pierre Gabard et Philippe Marmissol-Daguerre. Vous pouvez nous parler un petit peu d'eux peut-être aussi? Oui, alors donc la bataille de Bir Hakeim va être très importante parce que effectivement c'est la première victoire des Français libres sur les troupes allemandes, enfin allemandes et italiennes. Ça se passe donc en Libye. Bir Hakeim, c'est un carrefour entre Tobrouk et El Alamein, et donc les troupes de l'Axe, donc les Allemands et les Italiens, doivent obligatoirement passer par là pour aller sur El Alamein, et donc forcément ils doivent réduire cette poche de résistance parce qu'après ça risque de leur poser des problèmes pour la logistique de leurs troupes. Donc ils vont s'attaquer à Bir Hakeim, et le maréchal Rommel considère qu'en un quart d'heure ça va être réglé, et au final ils vont tenir 15 jours, donc à 1 contre 10, et donc on a la chance effectivement d'avoir un lien avec cette bataille, vu que le premier RIMA d'Angoulême a participé à cette bataille. À l'époque, il était scindé en 2 régiments, donc le bataillon du Pacifique et le premier bataillon d'infanterie de marine. Et surtout 2 Charentais, donc Philippe Marmissol-Daguerre et Pierre Gabard. Donc Philippe Marmissol-Daguerre est né à Saint-Séverin et a fait ses études sur Bordeaux, et donc il a décidé de rejoindre la France libre dès 1940, et donc c'était le meilleur ami de Daniel Cordier, donc le secrétaire de Jean Moulin, et donc ensemble ils ont décidé de rejoindre Bayonne pour prendre le bateau pour rejoindre la France libre. Et donc Philippe Marmissol-Daguerre a donc été intégré dans le 1er régiment d'artillerie coloniale, donc le 1er RAC, et donc c'est pour ça qu'il se retrouve sur cette bataille. Quant à Pierre Gabard, lui, il était déjà engagé dans l'armée française, enfin de l'armée de Vichy, et donc il a déserté pour rejoindre la France libre. Et donc il se retrouve au 1er bataillon de marche, et donc va lui aussi participer à la bataille. Donc ces 2 Charentais vont particulièrement s'illustrer parce qu'ils vont être faits compagnons de la libération à l'issue de la bataille. Et notamment, Pierre Gabard va être le dernier à sortir de Bir Hakeim. Et donc, malheureusement, il va recevoir un éclat d'obus, et donc il va être amputé d'une jambe. Et donc, le général de Gaulle va lui remettre sa croix de la libération sur son lit d'hôpital. Une autre grande date de cette année 42 qui concerne la Charente, c'est évidemment le 8 octobre. Oui. Ce jour-là, 422 personnes sont raflées et déportées à Auschwitz. Vous nous racontez les grandes lignes de cette date importante pour la Charente? Tout à fait. À partir de 42, comme chacun sait, il va y avoir notamment en Allemagne la conférence de Wannsee qui va déterminer la solution finale, donc l'extermination du peuple juif. Donc dès juillet 1942, il va y avoir des grosses rafles dans toute la France, notamment la fameuse rafle du Veldiv. Et donc malheureusement, la Charente n'est pas épargnée. Donc dans la nuit du 8 octobre 42, 422 juifs vont être raflés par la police et la gendarmerie française, donc sur tout le territoire, même le côté de Dordogne qui est rattaché à la Charente, de Dordogne occupée qui est rattaché à la Charente. Et donc ces 422 juifs vont être parqués au conservatoire de musique d'Angoulême. Alors pourquoi le conservatoire? C'est qu'à l'époque, c'est la seule salle qui est capable d'accueillir autant de personnes. Donc c'est pour ça qu'on va les parquer ici. Et donc parmi eux, il y a 35 enfants qui ont la nationalité française, et à cette époque, on ne déporte pas les juifs de nationalité française. Donc ils vont être sortis du conservatoire, et donc c'est un curé, donc le père Le Bidot, qui a une association qui s'occupe d'enfants en difficulté. Donc c'est une association qui existe encore de nos jours, qui s'occupe des enfants placés. Et donc le père Le Bidot va récupérer ces 35 enfants, et donc grâce à lui, ils vont être sauvés. Par contre, les 387 autres vont être déportés le 15 octobre 1942, et donc malheureusement, ils vont être transférés à Drancy, puis à Auschwitz, et donc il n'y aura aucun survivant. On aurait pu aborder d'autres grandes dates de la Charente. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2023, 8 mai 45, 8 mai 2023, donc 78 ans après, on commémore l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que, autant le dire, les commémorations n'attirent plus les foules? Quel est votre regard là-dessus? Alors malheureusement, effectivement, plus les années passent et moins effectivement il y a de monde dans les commémorations.
parce qu'effectivement, il y a de moins en moins d'anciens combattants, enfin les anciens de 39-45, maintenant en Charente, il n'en reste plus que 3. Donc Madame Gros, Pierre Laurier et Guy Janto, qui ont tous respectivement entre 98 et 99 ans, enfin ils approchent tous du centenaire. Et donc maintenant, les plus jeunes, ce sont ceux qui ont fait l'Indochine et l'Algérie. Et donc effectivement, autrefois, quand ils allaient aux commémorations, ils venaient avec toute leur famille, donc ça faisait beaucoup de monde. Et maintenant, c'est vrai que les enfants, enfin surtout les petits-enfants, viennent beaucoup moins se souvenir de ce qu'ont fait leurs anciens. C'est un peu dommage, mais bon, malheureusement... Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour attirer davantage de monde? Il faudrait moderniser ces commémorations, il faudrait se renouveler, il faudrait scénariser les choses, ou il faudrait arrêter? Alors, surtout pas arrêter, parce que c'est quand même important le devoir de mémoire, parce qu'on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu l'actualité, que les conflits, malheureusement, ne cessent d'augmenter dans le monde entier, et notamment à nos portes. Donc c'est important de se souvenir de son passé. Hein. Comme disait Primo Levi, ceux qui oublient leur passé sont condamnés à le revivre. Donc c'est quand même important de se rappeler. Mais je ne sais pas trop quelle solution on pourrait amener. Je pense que déjà il y a un gros souci de communication parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas au courant qu'il y a des cérémonies. Et puis, je pense qu'effectivement, peut-être que les enseignants pourraient en parler un petit peu dans leurs cours pour essayer de motiver des jeunes. Bien que je vois au niveau des porte-drapeaux, maintenant, il y a quand même pas mal de jeunes qui s'investissent et qui reprennent le flambeau derrière leur grand-père. Donc peut-être que d'ici quelques années, il va y avoir... Le paradoxe quand même, c'est que dans tout cela, c'est qu'il y a ce fameux concours de la résistance qui est organisé tous les ans. Et tous les ans, ça marche plutôt fort. C'est ça. En Charente, on est un des départements qui est le plus investi dans le concours de la résistance. Et pourquoi, à votre avis, ça marche chez nous? Pourquoi ce concours marche? Parce qu'effectivement, il a été lancé en 1961 par l'Éducation nationale et aussitôt, les anciens combattants s'en sont emparés et ont réussi à motiver des enseignants qui sont encore... Enfin, certains sont encore en poste aujourd'hui et font toujours partie du comité d'organisation du concours. Pendant qu'on discute, on est en train de voir quelques images de commémoration, notamment à Angoulême, où ils ont tenté quelque chose d'un peu plus original peut-être, en faisant venir des jeunes Alsaciens. C'est aussi peut-être par rapport à ma question de tout à l'heure, une façon non, je pense effectivement que pour davantage investir les jeunes, il faudrait plus se lancer dans ce genre d'initiative qui a été très bien. Il y a eu des histoires dans le concours de la résistance qui vous ont bluffé, des choses que vous avez... Oui, alors chaque année, ça fait quand même quelques années, enfin ça fait 30 ans que je fais partie du comité d'organisation du concours de la résistance. Et donc chaque année, au niveau des devoirs collectifs, je me dis que depuis le temps, j'ai tout vu. Et au final, je m'aperçois que chaque année, les élèves sont très inventifs et arrivent toujours à faire des choses vraiment très originales. Et chaque année, on est bluffé. Vous avez une petite histoire, quelque chose que vous nous racontez qui sort de l'ordinaire? Là, en l'occurrence, pour le dernier concours, donc le jury s'est réuni la semaine dernière et donc notamment, on avait un jeu de société qui a été fait par une école de Blanzac qui nous a vraiment bluffé parce qu'on aurait dit un jeu qui sortait du commerce, quoi. Enfin, c'était vraiment bien fait dans une belle boîte et tout ça. Et le jeu est vraiment très bien pensé. Enfin, je veux dire, les élèves se sont vraiment investis et ont fait vraiment quelque chose de très original. Donc c'est vraiment un jeu avec lequel on pourrait jouer à la maison. C'est vraiment très, très bien fait. Vous êtes donc à la tête, on l'a dit tout à l'heure en introduction, de ce qu'on appelle l'espace mémoriel de la résistance et de la déportation d'Angoulême.
On disait autrefois le musée de la Résistance. C'est quoi la différence en réalité entre Alors la différence, c'est qu'autrefois, c'est les anciens résistants et déportés qui avaient monté cet espace, et donc ils l'avaient qualifié de musée parce qu'à l'époque, effectivement, on présentait beaucoup d'objets, beaucoup d'armes. Et donc, quand le conseil départemental a repris l'ancien musée en 2009, il a été décidé d'en faire un espace d'interprétation, c'est-à-dire un espace pédagogique. Et donc, du coup, pendant 5 ans, on a réfléchi sur une nouvelle scénographie, une nouvelle façon de présenter les choses pour que ce soit plus épuré et que ce soit plus accessible à tous les publics. Et donc maintenant, pourquoi c'est un espace mémoriel et pas un musée? Parce qu'en fin de compte, nous, notre rôle, c'est principalement un rôle pédagogique. C'est vraiment un outil pédagogique fait pour les enseignants. Et donc, on reçoit principalement donc, des élèves du CM2 jusqu'aux étudiants. Et donc, autour d'une médiation, ça permet en 2 heures de faire le tour de la Seconde Guerre mondiale, vraiment au sens propre comme au sens figuré, vu que l'espace est circulaire. Et donc, ça permet effectivement à toutes les générations de pouvoir apprendre et comprendre la Seconde Guerre mondiale avec le prisme charentais, parce qu'effectivement, vu qu'il s'est passé tellement de choses en Charente, on peut illustrer tous les thèmes de la Seconde Guerre mondiale avec l'exemple local. Et l'une des difficultés quand on est à la tête d'une structure qui est quand même muséale, c'est de se renouveler. C'est compliqué d'apporter de nouvelles choses, d'animer autrement. Alors, ça pourrait paraître compliqué, mais en fin de compte, c'est une période qui est très dense. Et du coup, ça nous permet de pouvoir faire régulièrement des expositions temporaires avec des sujets complètement différents. Parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il s'est passé tellement de choses en Charente pendant cette période qu'on n'a toujours pas épuisé tous les sujets et que vraiment, on peut toujours raconter quelque chose. Et même des événements qui paraissent lointains, comme la bataille de Bir Hakeim, on arrive toujours à le relier à la Charente parce qu'il y a toujours des Charentais qui sont présents partout. Et pour faire vivre ce lieu, vous êtes tout seul? Oui. Depuis longtemps? Depuis 3 ans, maintenant je suis tout seul, mais effectivement ça fait un petit moment que je m'occupe de l'espace. Donc je suis rattaché au service du patrimoine, donc au conseil départemental de la Charente. Et donc oui, je suis seul à gérer parce qu'on est une petite équipe et donc chacun gère différents équipements, donc Chassenon, le théâtre des Bouchots. Oui. Et avec des horaires forcément restrictifs, voilà. Puisque vous êtes un peu seul pour l'organiser. Enfin, on peut pas oui, rendre alors, quand on veut, comme on veut. Alors, pour le grand public, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Sinon, pour les groupes et les scolaires, donc c'est sur rendez-vous sur toute la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Donc, c'est une amplitude qui est suffisante parce que bon, j'arrive à recevoir énormément de groupes. Ensuite, pour le grand public, on est ouvert le premier samedi après-midi de chaque mois, de 14h à 18h. Et depuis peu, on est également ouvert pendant les vacances scolaires. Et donc là, cet été, on sera ouvert tout le mois d'août pour le grand public. Et on est ouvert également pendant les grands événements. Comme le Festival de la BD. Le Festival de la BD, le Circuit des Remparts, où on reçoit beaucoup de monde. Et là, par contre, on est ouvert non-stop tout le week-end, du jeudi au dimanche soir, de 10h à 19h, non-stop. Et on va rappeler qu'il se trouve 34 rue de Genève, donc juste à côté du Chat Noir. Voilà. Merci beaucoup, merci Pascal Évêque d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission est à voir et à revoir sur charentelibre.fr. Bonne journée à tous.